Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau débriefing où j'ai le plaisir de recevoir à nouveau le spécialiste de sémiomorphologie Charles de Mercy, que nous avions reçu, qui avait fait l'analyse du discours, enfin de la lettre de candidature d'Emmanuel Macron, cette lettre qui avait été publiée dans bien des journaux et qui nous avait réservé un certain nombre de surprises en utilisant une approche, on va dire, novatrice, mais qui est basée sur une approche scientifique de l'analyse. Charles de Mercy s'était occupé de regarder et d'appliquer cette même méthode, cette même approche au discours d'investiture de Emmanuel Macron en 2017. Et il revient chez François, on a le plaisir de le recevoir une nouvelle fois pour nous en parler. Bonjour Charles. Bonjour Xavier, ravi de vous revoir. Et merci beaucoup. Et on va rentrer dans le vif du sujet parce que vous avez préparé, comme la dernière fois, un certain nombre de petites diapositives qu'on peut mettre à l'écran. Et donc, aujourd'hui, on parle donc de ce discours du 7 mai 2007 que vous avez analysé dans la même technique. Peut-être pouvez-vous nous faire juste une brève introduction sur pourquoi vous l'avez fait, cette deuxième analyse? Alors, pour introduire la discussion, bon, le premier point, c'est que vraiment, je renvoie les lecteurs à la première interview, puisqu'il y a plein de choses qui sont expliquées en détail. Et là, l'intérêt, c'était d'aller voir ce que M. Macron avait dit le soir même de son investiture devant la pyramide du Louvre. Et l'idée, c'était quoi? Vous m'avez suggéré, j'ai trouvé ça plutôt très malin. Ça a été de dire, est-ce que au soir du 7 mai 2017, ce que M. Macron disait, il l'a réalisé. Et qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois, à savoir, je le redis, que M. Macron va à la rupture, que c'est un maître manipulateur, ce qui n'est ni péjoratif ni amélioratif. Je veux dire par là que c'est quelqu'un d'exceptionnel du côté de la ruse, et qui sait exactement où il va. Et là, il va à une rupture de type napoléonienne, plus ou moins marquée. Donc là, c'est pour essayer de voir en fait quelles sont les continuités et quelles sont les ruptures sur une période de 5 ans. Alors, on va retrouver des choses, bien sûr, on a vu en 5 ans, mais on va comprendre un certain nombre d'éléments qui sont vraiment intéressants. Voilà. Donc, comme vous le dites, on retrouvera ce discours dans l'article de François, de manière à ce que les auditeurs puissent s'y référer. Juste, vous nous faites un bref rappel sur la méthode. Alors, la méthode, c'est que on est face à un discours. Donc là, c'est le discours d'Emmanuel Macron au Louvre. La règle générale, c'est que si vous prenez et vous lisez un discours en pensant que ce que vous lisez est ce qu'il faut comprendre, bon, ben, vous êtes un peu à Euro Disney, dans le monde des bisounours, et la vérité règne sur le monde. En réalité, si vous voulez, un discours, il y a d'une part ce qui est dit et d'autre part ce qui l'anime, son désir, son attention, et tout ça est caché dans le discours. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre en évidence ce qui véritablement anime un discours ou un savoir, parce que c'est valable dans le domaine des sciences? C'est faire en fait ce qu'on a inventé chez Bullet Point, c'est-à-dire c'est de la sémiomorphologie. Ça consiste à dire on va rebâtir le squelette d'un discours. Pourquoi? Parce que si on fait de l'analyse de texte classique, d'accord, on va se retrouver, pour prendre une image, avec des tibias, des fémurs, des côtes, un crâne, et tout ça, ça ne dit pas comment ça fonctionne. Et là, le processus que vous avez à l'écran vous montre comment, en 6 étapes, on part des concepts élémentaires d'un discours et comment on arrive à reconstruire le sens réel, ce qui est résumé par cette petite phrase en bas, en disant on démarre avec des grains de raisin, c'est-à-dire en fait tous les concepts clés d'un discours, et on finit par du cognac, c'est-à-dire qu'on a complètement distillé le sens et on va à l'essentiel. Voilà en résumé. Et pour aller plus loin, ce que je propose, c'est que les lecteurs voient la précédente vidéo où on a expliqué ça assez longuement. Et de toute façon, tout est dans le document, donc ils peuvent tout regarder, tout vérifier. Voilà. Donc, 6 étapes dans cette méthode le discours sera appliqué. Vous avez même la dernière fois encouragé certains des lecteurs à le faire eux-mêmes, à utiliser ce genre de méthode. Donc, si on rentre dans le vif du sujet. Oui, alors maintenant qu'ils ont le résultat, si vous voulez, ils peuvent le valider eux-mêmes. Et moi, je les engage vraiment parce que c'est un processus qui doit être transparent. Donc là, on a simplement sur ce slide qu'on est en train de voir, on a en fait un résumé
des 3 premières étapes. Bon, ça, je pense peut-être qu'on peut passer puisque les gens vont pouvoir le découvrir. Mais grosso modo, donc, on commence par réduire le discours. Ensuite, on le réorganise à partir de concepts intégrateurs, dont un, ici, on va en discuter, qui est entré dans l'histoire. Et on poursuit comme ça les 6 étapes qu'on a vues. Moi, j'ai noté que dans cette présentation, là, vous avez 666 mots. Donc, on sait très bien que ça fera rire certains auditeurs, certains Français. Est-ce que c'est le fruit du hasard ou c'est un savant calcul? Ça, il ne fallait pas le relever. Excusez-moi, je vais vous faire une réponse nette, claire et précise, et je vais en faire 2 d'ailleurs. La première, c'est que ce sont les machines qui opèrent, donc on n'y est pour rien. Et comme on est des gens, comme on est rigoureux, honnêtes, on l'a vu bien entendu, mais on n'a pas voulu truquer le truc. Donc c'est comme ça, c'est les machines qui l'ont fait. Et à ce propos-là, je précise une chose qui est importante, c'est que dans le cadre de mon travail, de notre travail, je suis ni pro-Macron, ni contre Macron. Mon sujet, c'est d'essayer de comprendre ce qui est. Vous voyez ? Quel est le point. Et ensuite, quand je fais des commentaires, je distingue. Mais là, donc, c'est les machines, j'y peux rien. Après, tu commandes ça? Est-ce que vous voulez que je commente ce slide-là? Oui, bien sûr, allez-y, je vous en prie. Alors, en fait, quand on fait donc, le processus de distillation en 6 étapes, l'avant-dernière étape, donc on est bien sur le discours 2017 de victoire de M. Macron, donc on est au Louvre, le soir du Louvre, tout le monde a l'image en tête. Eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, il y a exactement 6 axes directeurs, 6 thématiques qui structurent ce discours-là. Alors, quels sont-ils? Il y a veiller aux siens, on va voir ce que ça veut dire. Il y a lever une armée. Alors ça, on le comprend un peu déjà, puisqu'on se rappelle que M. Macron, quand il est arrivé un peu par effraction au pouvoir, ça a été quand même quelque chose d'assez étonnant. Hein, on l'a oublié, mais 39 ans, à peine connu un an plus tôt. Donc, il a débarqué un petit peu en slip à l'Élysée. Donc, il devait lever une armée. Alors, point intéressant, c'est qu'il était là pour aller au combat. On va voir ce que ça veut dire. Il faut le noter, il était là pour s'acharner. Et ça, je crois que quelques fragments de la population ont pu le voir. Ensuite, on retrouve quand même cet extraordinaire désir de puissance qui marque M. Macron, c'est qu'il était là pour entrer dans l'histoire. Il est là également pour être intraitable, et ça, je crois qu'on va en parler, mais les Gilets jaunes s'en souviennent. Et puis, en même temps, tout ça a été marqué d'un optimisme. Voilà. Et l'optimisme, bien sûr, étant cohérent avec l'idée de dire si je suis optimiste et je vais bien, je vais veiller au bien. Alors, ces items, ils sont agrémentés de pourcentages, c'est-à-dire que ça correspond au poids relatif des concepts utilisés en 2017 par M. Macron dans son discours. Il faut simplement avoir à l'esprit que sur donc, les fameux 666 mots réduits, les pourcentages-là ont un caractère indicatif. Pourquoi? Parce que dans un discours, vous pouvez avoir 3 mots, autant de points qu'un paragraphe. Vous voyez, je vous ai compris de Gaulle, c'était donc 4 mots, 4-5 mots. Ça a pesé plus que tout ce qu'il a dit ensuite et après. Donc, en fait, il faut avoir ça, ces pourcentages-là, comme une indication pour réfléchir et on va voir ce que ça signifie après. Voilà, on ne peut pas le prendre littéralement, si vous voulez. On ne peut pas dire que parce qu'il y a 14%, ça pèse 14% et il faut y accorder 14% d'attention. Mais vous allez nous amener votre éclairage dans la page suivante, je crois. Voilà. Alors, quand on arrive à la dernière page, à la dernière étape, on arrive donc au squelette. On est passé des os au squelette, on a reconstitué, et là, on voit vraiment la morphologie d'un discours comme on pourrait voir un squelette. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit qu'en fait, au centre, il y a veiller aux siens. Alors, pourquoi c'est au centre? C'est parce que, en fait, c'est la notion qui fait le pont entre toutes les autres notions. C'est-à-dire que si vous voulez veiller au vôtre, vous êtes plutôt optimiste. Hein, si vous étiez défaitiste, veiller aux siens, ça n'a pas de sens. Comme vous êtes là pour veiller aux siens, enfin aux vôtres, vous êtes là pour vous acharner, forcément. Vous êtes là également plutôt pour être intraitable, parce que veiller aux siens en étant dans une négociation, ça ne marche pas. Et également, vous allez au combat. Bon. Et en finale, cette mobilisation qu'on voit bien se dessiner là,
Chez M. Macron, la condition, c'était lever une armée. Et on se souvient encore une fois que M. Macron, quand il est arrivé au pouvoir, il n'avait pas grand monde. Hein. Il a mis, je crois, 1 mois et demi, 2 mois, enfin, un temps très, très important pour bâtir son gouvernement. Il a été prendre des gens un peu partout, à droite, à gauche, etc. Donc, il était en train de lever une armée. Et puis, sa finalité, c'était d'entrer dans l'histoire. Et d'ailleurs, il avait déjà commencé par entrer dans l'histoire en étant, après 1 an et demi de campagne, le plus jeune président de la Ve République. Voilà. Donc là, on voit déjà comment ça fonctionne. Et sachant que si vous prenez la périphérie du système, vous voyez également que si votre propos, c'est d'entrer dans l'histoire, il vaut mieux être intraitable. Si vous êtes intraitable, vous êtes quand même optimiste parce que vous n'êtes pas défaitiste. Si vous êtes optimiste, vous êtes là pour lever une armée, pour aller au combat. Si vous allez au combat, c'est pour vous acharner. Et pourquoi vous voulez vous acharner? Pour entrer dans l'histoire. Donc, on voit bien, si vous voulez, que toutes les thématiques du discours, là, qui sont au nombre de 7, elles sont absolument cohérentes, elles se répondent 2 à 2 et elles fonctionnent tout ensemble. Mais pour quelqu'un qui vient juste de se faire élire, est-ce que ça paraît normal, d'après vous, d'avoir on va dire, cette morphologie du discours? Ça traduit, si vous voulez, quelqu'un qui est… Alors, on va en reparler parce que, à mon sens, c'est le cœur de la question de M. Macron, à la fois relativement au pays et aux Français et relativement à lui-même. Mais ça traduit quelqu'un qui est dans une ambition et d'un désir de puissance extraordinaire. Je ne dis pas parce qu'après, il y a les opposants, etc. Certainement qu'il n'en a pas les moyens, qu'il n'est pas au niveau, etc. Moi, ce n'est pas mon sujet. Je vous dis simplement qu'en termes de structure psychologique, c'est quelqu'un qui est absolument dans un désir de puissance et pas qu'un peu. Dès 2017. Et la question qu'il y a, c'est veiller aux siens, c'est lesquels siens? C'est-à-dire le peuple, ses proches, c'est… Alors, comme j'ai l'habitude de m'exprimer de manière directe, je suis un adepte du parler vrai, c'est là où tout pouvait être parfait et tout a déraillé. Et ce n'est pas une opinion, c'est à mon avis quelque chose d'objectif. C'est-à-dire que quand vous voyez ça, vous dites veillez aux siens, c'est une donnée, on va dire, factuelle. Vous dites, M. Macron va être un excellent président, puisque en qualité de président, les siens, c'était les Français. La fonction faisait que ça devait être les Français, les siens. Et c'est là où on peut le dire d'entrée de jeu, c'est que tout a déraillé dès le départ. C'est-à-dire que, et là on peut prendre quelques illustrations rapides pour comprendre que veiller aux siens, ça a plutôt été les siens au sens ses proches, au sens son milieu d'origine, et c'est-à-dire en fait des bourgeois plutôt besogneux d'Amiens, et puis ensuite de la finance hautement financiarisée de Paris 8, plutôt que les Français. Alors, les exemples de ça, c'est quoi? Le premier point, c'est que c'est toutes les phrases désagréables qu'il a pu faire. Quand il a été dire mettez un costard, vous trouverez du boulot. Dans les gares, il y a des gens qui sont rien et il y a des gens qui sont tout. Quand il a été dire également, c'est quoi les phrases? Il y en avait 3-4 comme ça. Enfin bon, il y a eu… La dernière étant qu'il emmerde les non-vaccinés. Oui, alors il y a toute une série de phrases comme ça, où si vous voulez, à un moment donné, j'ai envie de vous dire, même quand il a dit, enfin, ça c'est mon avis, mais quand il a dit aux gens, vous traversez la rue, vous pouvez trouver du travail, il n'a pas dit quelque chose de fondamentalement inexact. On sait que ça se passe comme ça, c'est-à-dire qu'on peut trouver du travail, effectivement, en se bougeant, même si ce n'est pas facile. Simplement, le problème, ce n'était pas ça. Le problème, c'est que toutes ces phrases-là, elles sont impossibles dans le cadre d'une fonction présidentielle. Parce qu'à un moment donné, vous avez des quidam, des gens comme vous et moi, et vous avez l'incarnation de la puissance en France. Donc, si la puissance commence à vous parler sur un mode de ce niveau-là, mettez un costard, allez bosser, etc., il est en train de vous mépriser, de vous écrabouiller. Vous voyez. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas du côté de la posture présidentielle. Monsieur Macron, à un moment donné, a été dans ce qu'on peut qualifier d'un mépris, que vous avez également illustré en disant je vais emmerder les vaccinés. Ceci n'est pas une position d'un président qui se préoccupe des Français. Ceci est la position d'un président qui se préoccupe plutôt des siens. Et alors ça, on l'a vu par d'autres illustrations, quand par exemple, il y a eu toute une série d'affaires.
Et ça aussi, ce n'est pas une opinion, c'est des faits objectifs. Il y a eu l'affaire Collère, il y a eu l'affaire Benalla, il y a eu l'affaire Ferrand, il y a eu l'affaire Agnès Buzyn. Et qu'est-ce qu'on a vu là, à chaque fois? Il y avait objectivement des motifs à la fois de sanctions immédiates et de laisser faire de la justice. 5 ans après, on a vu se mettre en place du côté du pouvoir et du côté de Macron, parce qu'à un moment donné, on est bien obligé de penser que tout ça est soutenu, une défense absolument acharnée. Je vous rappelle que l'affaire de M. Collère, elle est toujours en l'air. L'affaire de M. Ferrand, Assemblée nationale, elle est toujours en discussion au bout de 5 ans. Madame Agnès Buzyn, elle a été nommée à l'OMS pour ses très bons loyaux services en France avec les masques, etc. Donc, on voit bien que le veiller aux siens, ça a été quand même ses proches. Autre exemple de ça, l'affaire de l'ISF. Bon, après tout, l'idée de dire laissons leur argent aux riches pour qu'ils investissent, ça peut discuter. Le problème est que la justification de cette décision de réformer l'ISF a consisté à dire ça va ruisseler. 3 ans après, on sait que ça n'a pas ruisselé. Ça n'a servi à rien. Alors, vous savez qu'en France, on est dans un pays dans lequel la fiscalité est absolument floue et changeante tout le temps. Donc, normalement, il aurait fallu que ça s'arrête. Et là, ça ne s'est pas arrêté. Donc, à qui ça a servi? Ça a plutôt été également les siens. Mais les siens, ce n'étaient pas les Français. C'était plutôt, on va dire, les milieux d'intérêt qui l'ont porté et également les milieux dont il vient. Dernier exemple, les gilets jaunes. Bon, les gilets jaunes, on en pense ce qu'on veut. Factuellement, c'était la révolte d'à peu près la moitié des Français de la périphérie. Donc, en tant que président, on ne pouvait pas faire autre chose que de s'en préoccuper véritablement, surtout quand on sait que les motifs étaient absolument légitimes du côté des prix de l'essence, des charges, de l'impossibilité de vivre, etc. Et qu'est-ce qu'a fait M. Macron, si on résume au plus court? Il a commencé par laisser les forces de l'ordre se déchaîner sur ces braves pères de famille, on va dire, et mères de famille. Et tout ça, ça s'est traduit quand même par les centaines de blessés, des éborgnés, etc. Donc, quand je dis déchaîner, c'est factuel. Ensuite, il a fait un chèque de 17 milliards de mémoire. Donc, ça, c'était le pourboire pour tout arrêter. Et puis derrière, il a fait une espèce de grande manifestation publique. Vous vous rappelez le tour qu'il a fait en province pour avoir les doléances des Français, etc. Tout ça devait être utilisé, publié, analysé. Le résultat, ça a fini dans des caves. Donc, à un moment donné, quand vous regardez le bilan de l'affaire des Gilets jaunes du point de vue de M. Macron, c'est des forces de l'ordre déchaînées avec de la casse, donc du TOFA, un chèque et puis un spectacle. Donc là, on ne peut pas dire non plus qu'il s'est occupé des siens au sens des Français. Non, il a plutôt éteint l'histoire. Donc, si vous voulez, vous pouvez prendre, alors dans le document, j'en cite d'autres, mais sans arrêt, en fait, sur la question de veiller aux siens au sens présidentiel, c'est-à-dire au sens de les Français sont ma préoccupation parce que je suis le président de son pays. En réalité, M. Macron, alors après, on pourra se poser la question, mais soit il s'est préoccupé en fait que des siens, le million qu'il venait, les gens qui l'ont soutenu, ou alors il a complètement dérapé. Peut-être qu'il avait cette idée-là au départ, mais à l'arrivée, il a complètement oublié. Voilà. Alors, dernier point, c'est que donc, on voit bien que tout le problème du quinquennat Macron, ça a été ça. Bon, ça a été de déclarer la guerre aux Français. On va le dire comme ça. Et on voit bien que dans la structure, c'est bâti pour ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est intraitable. Il est là pour lever une armée, pour aller au combat, pour s'acharner, pour entrer dans l'histoire. Donc, on est quand même dans un schéma marche ou crève. Et dernière remarque, c'est que dans ce schéma-là, on retrouve l'idée d'être intraitable. Et ça, on le retrouve en 2022. Donc, pour moi, si vous voulez, c'est-à-dire c'est le seul élément qu'on retrouve, c'est un trait fondamental de la personnalité de M. Macron. Voilà. Donc, en réalité, si vous voulez, 2017, M. Macron, qu'il le veuille ou non, il est entré en guerre contre les Français. Il a essentiellement veillé aux siens. Alors, je vais faire une petite modulation, comment dire, dans un esprit de nuance. C'est que tout ce que je dis là, c'est le rapprochement d'une structure et de la réalité des faits. Néanmoins, si on veut être un peu nuancé,
on doit quand même préciser que, par exemple, ce gouvernement a réussi des choses du point de vue collectif. Par exemple, l'exemple typique, c'est les 700 000 jeunes qui sont maintenant en apprentissage, alors que c'était une plaie française, cette histoire d'apprentissage, depuis des dizaines d'années. Donc ça a été une réussite. Et ça a été au service de tout. On peut dire que de ce point de vue-là, le gouvernement Castex a réussi à une idée qui s'appelle veiller aux siens. On a travaillé pour l'ensemble des Français. Mais cela dit, on est quand même plutôt dans l'exception, c'est-à-dire que quand on prend tous les faits marquants du quinquennat Macron et derrière tous les faits structurants, on s'aperçoit quand même que le centre de gravité de les siens, est-ce que c'est les Français ou plutôt les gens qui m'ont soutenu, le milieu auquel j'appartiens, etc., c'était plutôt quand même les 10 à 30% des Français qui ont de l'argent, selon l'épaisseur du portefeuille, 10 à 30%, et que pour le reste, l'idée, c'était, on est là pour faire la guerre, quoi. Voilà. Alors, le point intéressant, c'est que quand vous comparez maintenant, parce qu'on l'a à l'écran, 2017 et 2022, on s'aperçoit qu'en fait, il y a littéralement, vous voyez, les axes rouges, un renversement à 90 degrés, un basculement d'horloge. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que en 2017, le sens, c'était l'idée de dire je pars en guerre et je suis là pour défendre les miens, au sens plutôt mes proches. Pas complètement, mais largement. Et 2022, là, on est affaire à quelqu'un, et ça, c'est sa lettre de candidature, où il va prendre un nouveau départ. Donc, ce dont je parlais la dernière fois en disant Monsieur Macron, on ne comprend pas qui il est et on ne comprend pas ce qu'il est en train de faire, est entièrement validé à 50 distances. C'est-à-dire que ce monsieur-là, il considère qu'en 2017, il était là pour veiller aux siens, donc en clair, remplir un mandat, faire ce pourquoi il avait été élu. Et d'ailleurs, on ne peut pas complètement lui reprocher. Si demain matin, vous êtes élu par un milieu, par des corporations, etc., que vous renvoyez la balle, vous avez 39 ans, c'est un peu normal. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça paraît tout à fait légitime que quelqu'un qui veut prétendre à la fonction présidentielle ait ce genre de logiciel, on va dire. Surtout quand vous êtes jeune. À un moment donné, si vous voulez, vous êtes un peu, vous débarquez là, le bonhomme, il a 39 ans. Je vous rappelle que quand il est élu, il travaille simplement depuis 12 ans, parce que M. Macron… il a la moitié de sa vie professionnelle devant lui encore, on va dire. Oui, mais je veux dire, il travaille depuis 12 ans quand il arrive en 2017. Sinon, il a fait des études longues. Il a pas mal grenouillé du côté de Bercy, etc. Donc, je veux dire, c'est quelqu'un de tout jeune, quoi. Bon, qui est poussé par un certain nombre de mouvements, etc. Donc, franchement, que lui renvoie une partie de la balle, c'est tout à fait normal. Vous, moi, on ferait la même chose. Le problème, c'est de faire que ça. Et là, il a quand même fait que ça, grosso modo, depuis 2017. Mais alors, quand on voit qu'en 2022, il se prépare sur un nouveau départ, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire qu'il est dans une rupture. Et ça veut dire qu'il considère, au fin fond de son esprit, qu'il a fini son boulot, il a rempli son contrat. Vous voyez ? C'est comme si je vous disais, Xavier, à un moment donné, on s'est rencontrés, vous m'avez demandé un certain nombre de choses, j'ai fait le mieux que j'ai pu, puis en même temps, je vous ai un peu renvoyé la balle parce que c'était sympathique, etc. Bon, j'en fais une dizaine, quinzaine, et puis à un moment donné, je dis, bon, c'est bon, je fais mon boulot, vous voyez, je prends la main, j'oublie, je termine. Alors ça a des implications très, très importantes. La première, parce que, vous voyez, c'est là où on va voir qu'on n'est vraiment pas ni pro ni contre Macron, c'est que quand vous avez quelqu'un qui considère que son boulot est terminé, qui va à la rupture, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire, premièrement, que dans ce schéma-là, il va y avoir des disgrâces. Donc, moi, s'il y a des proches de M. Macron qui nous écoutent, je leur conseille vivement de regarder s'ils ont un parachute et une réserve de casse-croûte. Parce que le nouveau départ, ça ne va pas se faire avec les mêmes. Je ne dis pas que tous vont changer, mais il va y avoir du mouvement. Ça, c'est absolument certain. Deuxième chose, c'est que le cœur du système, quand même, c'est que vous voyez bien qu'on est dans quelqu'un qui a un désir extrême de puissance, dont le centre, en fait, c'est d'être intraitable. Ça veut dire que quand les quinquennats de M. Macron sont terminés, je peux vous dire, je vous l'annonce, je suis prêt à prendre un gros pari là-dessus, vous avez des gens qui vont parler. Pourquoi ? Parce que
Dans un système comme ça, on est quand même dans un système qui est discrètement autocratique. Donc, vous êtes intraitable en général, vous voyez. Donc, ça veut dire qu'autour de vous, vous avez des gens. Il y a des phénomènes de grâce et de disgrâce. Vous avez des gens qui tombent et qui montent. Hein, ça, on l'a vu sans arrêt. On peut citer M. Castaner, Legendre, etc. Bon, dans un système autocratique, ils disent rien. Et je pense que dans 5 ou 10 ans, on aura l'envers du décor. Et ça ne sera pas celui que les médias ont donné jusque-là, je peux vous dire. Voilà. Alors maintenant, quand on regarde l'ensemble, on est quand même obligé de voir, et ça c'est quand même développé dans le document parce que ici ça va être un peu court, mais en fait, avec M. Macron, on a affaire à un personnage qui est assez narcissique. C'est-à-dire que 2017, il veille au sien, mais c'est au sens patriarcal, autocratique. C'est moi au centre, mes proches, et puis derrière, tout doit tourner. On l'a vu avec les gilets jaunes, tout ça, c'est l'intendance. Bon. Et puis là, il se décide, une fois le boulot terminé, de dire, je prends un nouveau départ et je vais bâtir, enfin ça je vous renvoie à l'autre vidéo, je vais bâtir un empire européen. Donc c'est une posture napoléonienne. Je ne dis pas que c'est Napoléon, je dis que c'est une posture napoléonienne. Donc si vous voulez, vous avez affaire à quelqu'un quand même qui est d'abord dans une aventure qui est absolument personnelle. Point 1. Point 2, qui est extrêmement volontaire. Et là où c'est très surprenant avec M. Macron, c'est que toute sa communication, tout son mode de présentation, il est plutôt dans un registre de séduction, vous voyez. Mais en réalité, M. Macron est quelqu'un qui est absolument résolu. Il sait où il va, il sait ce qu'il veut, et il est dans son aventure personnelle. Et si vous avez un doute là-dessus quand même, parce qu'il faut à un moment donné faire des ponts avec la réalité, il faut rappeler que M. Macron, c'est quelqu'un qui a connu un quinquennat catastrophique. Enfin, c'est jamais vu sous la Ve République. Il s'est pris un Covid, peut-être une troisième guerre mondiale bientôt, et entre-temps, les gilets jaunes. Donc, c'est 3 catastrophes en 5 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé. Vous avez vu un gouvernement sauter, une Assemblée nationale sauter? Rien. Il est passé. Donc, il ne faut pas se tromper. M. Macron est quelqu'un de tout à fait sous-estimé de ce point de vue-là. Parce que souvent, j'entends un peu partout des gens qui le disqualifient en disant qu'il est jeune, qu'il est ceci, etc. Je pense qu'on se trompe complètement. C'est quelqu'un d'absolument redoutable, M. Macron. Donc là, il est dans un schéma qui est très personnel, très narcissique. Et c'est là où, à mon avis, à la fois la France et lui-même ont un problème. Pourquoi? Parce que avoir un désir de puissance dans l'existence, ce n'est pas un problème si vous avez inventé quelque chose. C'est-à-dire, l'exemple type, je ne sais pas, vous avez, tiens, M. Trogneux, son beau-père, il a inventé les macarons. Alors, ça peut paraître ridicule, mais enfin, les macarons d'Amiens, c'était vachement bien. Donc, il a réalisé quelque chose. Donc, de ce point de vue-là, il peut se prévaloir d'une puissance réalisée, d'un désir de puissance. Le type qui a inventé le post-it également. Mine de rien, il a un peu changé le monde. Donc, être dans un rapport de puissance au monde une fois que vous avez inventé et réalisé des choses, c'est pas complètement illégitime. Pour être raisonnable, mais c'est pas illégitime. De même que le canard WC. Et là, je ne vous parle pas des très grands scientifiques. Donc, le désir de puissance, c'est quelque chose qui est compréhensible quand vous avez réalisé quelque chose dans l'existence. Bon. Inversement, et ça, je pense que c'est factuel, à la question de savoir qu'est-ce que M. Macron a réalisé, la réponse, c'est pas grand-chose, à titre personnel. Vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qu'il a inventé, qu'est-ce qu'il a réalisé. C'est un homme d'appareil, il a dirigé les appareils. Donc, on a quelqu'un, c'est vraiment le centre du problème. On a quelqu'un qui est absolument dans un désir de puissance, tout le monde, 2017-2022, et qui en même temps, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, on verra après, son désir de puissance n'est pas fondé sur quelque chose. C'est de la volonté à l'état pur, il n'y a pas de réalisation. Donc, du coup, on est dans le profil de quelqu'un qui a une défaillance narcissique. Alors, moi, je parle de défaillance narcissique et pas de faille. Pourquoi? Parce que quand vous avez une personnalité ou un esprit, une faille, ça n'a pas de sens. Vous voyez, une faille, c'est un rocher. Par contre, une défaillance, oui, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Il y a d'un côté une volonté de puissance et de l'autre, sur quoi elle s'appuie, on ne voit pas. Alors, on ne voit pas jusqu'à présent. C'est-à-dire que quand on est là, en 2022, en nouveau départ, là, on comprend bien ce qui est en train de se passer.
C'est-à-dire que 2017, j'ai rempli mon boulot. Maintenant, je prends la main et je vais montrer qui je suis. Et là, pour moi, on revient sur la précédente vidéo, c'est-à-dire que l'objectif de M. Macron, c'est bien de faire de ce pays une puissance au niveau européen, de prendre la tête de l'ensemble du truc et de montrer que sa puissance repose sur quelque chose. Et c'est de se réaliser. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en fait, M. Macron est en train de soigner sa défaillance narcissique. Et pour ça, il a besoin de créer un simili ou un pseudo-empire européen. Donc, du coup, si on regarde l'ensemble, et pour terminer, bah, en fait, dans l'hypothèse où M. Macron est élu, ce qui est probable, pas vu les chiffres, on verra bien, c'est qu'en fait, avec M. Macron, la France, en fait, est dans une expérience très intime, en fait. Tout ça, c'est le résumé de l'existence de M. Macron, quoi. Quelqu'un qui cherche à se réaliser d'une manière ou d'une autre. Il se trouve que… Je sais que vous avez dit que son discours était napoléonien. Il a eu une prise de pouvoir jupitérienne et que vous concluez qu'il amène la France à une forme de révolution en divisant quelque part. Bah, on verra bien. En tout cas, ça va faire, si vous voulez, une expérience de type napoléonien, ça fait forcément des gros troubles à l'externe et des gros troubles à l'interne. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que M. Macron, il a besoin de ça pour se réaliser. Vous voyez, c'est à un moment donné, on a affaire à Bonaparte qui a besoin de devenir Napoléon. Donc, excusez-moi de dire, il ne va pas faire dans le détail, il a besoin de se réaliser pour montrer que son désir de puissance, il avait raison de l'avoir. Vous voyez, c'est l'expérience à montrer qu'il avait raison. Alors, du coup, là où il faut se méfier, c'est qu'en 2017, il démarrait dans le boulot. C'est bien ça l'histoire. 39 ans, il avait 10 ans d'expérience professionnelle, ce monsieur. Et il a tout encaissé. Il faut avoir ça à l'esprit, encore une fois. Tous les gens qui disent M. Macron ceci, etc., vous voyez les faits. Il a tout encaissé. Donc, à partir de là, c'est quelqu'un, encore une fois, qui est, à mon avis, un maître manipulateur. C'est quelqu'un d'absolument redoutable, très sous-estimé. Et là, maintenant, il est dans le boulot. Il sait comment ça marche. Donc, je peux vous dire qu'un bonhomme comme ça, qui est prêt à un nouveau départ, aller à la rupture, bâtir un empire européen, je ne pense pas du tout que ça va plaisanter. Et alors, vous vous rappelez peut-être l'interview qu'on a fait Oui, tout à fait, oui. Où je disais ça. Bon, j'ai vu qu'il y a des gens qui disaient le fantasme, M. Macron n'a pas les moyens, etc. Bon, ok. Sauf que dans les 8 jours qu'on suivit, on a eu que des confirmations de ça. La veille, M. Macron disait, au fait, il va falloir qu'on se mette tous d'accord, donc c'était l'unité républicaine. Le lendemain, il disait, au fait, Pécresse, pourquoi pas comme Premier ministre. 4 jours après, il a commencé à bâtir les infrastructures d'un empire européen en créant cette centrale d'achat du gaz pour l'Europe, qui n'a aucun sens, hein, il faut le dire, parce que le prix du gaz, il est lié au pétrole. Donc, en fait, tout ça n'est fait que pour verrouiller l'Allemagne. Donc, si vous voulez, on voit bien que le nouveau départ pour bâtir une alliance européenne dont il prendra la tête, ce n'est pas une plaisanterie. Alors, tout le paradoxe de l'histoire, c'est que, ben voilà, on est dans une espèce de film dont le sujet est la vie de M. Macron, en fait, en résumé. Et nous, on est un peu le support de tout ça, quoi. Donc, il y a une forme une forme d'instrumentalisation des Français pour l'expérience personnelle et les objectifs de M. Macron. Voilà, et ça peut mal se terminer. Pourquoi? Parce qu'en fait, les personnages comme ça narcissiques, bah, c'est un peu comme Napoléon, c'est comme tous ces gens-là, Boulanger, ça passe ou ça casse, quoi. À un moment donné, soit ils réalisent leur puissance et ça peut faire au moins un certain temps quelque chose d'assez spectaculaire. Et puis, si ça passe pas, ça peut mal se finir et ça peut même se finir dans le fracas et dans le sang. Pourquoi? Parce que, à un moment donné, si vous voulez, quand Shakespeare dit il y a plus de choses sur la terre et dans le ciel que n'en contient toute ta philosophie, c'est pour dire de manière élégante quelque chose qui s'appelle garçon, le monde, il est plus fort que toi. Donc, si tu vas à la rupture et tu veux bâtir un empire, ok, mais n'oublie pas que le monde, il est fort et que ça peut mal se passer. Alors, du coup, bon, ça, c'est la problématique dans laquelle on est, quoi. On est un peu dans ça passe ou ça casse, et nous, là-dedans, on est à l'arrière de la charrette. Et puis après, bah, si vous voulez, on peut parler pour terminer peut-être
des petits conseils qu'on pourrait donner à M. Macron. Tout à fait. M. Macron, si on veut être là aussi neutre et même bienveillant, c'est de dire M. Macron a un problème dans la vie, c'est de se réaliser, c'est de démontrer sa puissance, parce qu'encore une fois, je pense que c'est quelqu'un, au fond, d'exceptionnel de point de vue des capacités. Et que son problème, c'est qu'il veut les réaliser. Il faut qu'il trouve un moyen de les réaliser. Là, il est dans un schéma qui est encore une fois plutôt de nature napoléonienne, plus ou moins marqué. Ça peut être Napoléon III, ça peut être M. Boulanger, ça peut être Napoléon Ier, mais on est dans ce désir de volonté, quoi, de rupture et de tout changer. Et au niveau européen. Bon, donc ça, c'est la première chose. À mon avis, c'est assez risqué, ça va faire beaucoup de dégâts. Et il y a une alternative. L'alternative, ce serait quoi? Ce serait de dire, plutôt que d'aller travailler comme ça à l'Europe entière et le monde entier, ce serait de dire, refaire un peu plutôt ce qu'a fait un De Gaulle après 1945, un Napoléon III, un Louis XVIII, c'est-à-dire on rebâtit une France puissante, mais de l'intérieur. Donc par le social et par l'économique. Ça serait quand même la chose importante. Et puis ensuite, M. Macron, je pense qu'il devrait travailler avec des gens très, très hautement compétents. Bon, là, je ne vais pas faire une liste de tous les gens qu'on a dû passer en 5 ans, mais bon, il y a quand même eu, pardonnez-moi, pas mal d'intermittents du spectacle. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que si vous avez quelqu'un comme M. Macron, qui est intraitable, donc qui est vraiment dans la volonté à l'étature, s'il travaille avec des gens pas sérieux, ça donne un peu le spectacle qu'on a eu. Mais s'il commence à travailler avec des gens vraiment compétents, des gens qui ont montré ce qu'ils étaient capables de faire préalablement, on peut avoir l'alliance du savoir-faire et de la volonté. Et là, ça peut devenir exceptionnel. Un petit peu comme M. De Gaulle, si vous voulez. M. De Gaulle, à un moment donné, quand il a fait du nucléaire, il n'y connaissait rien, il a commencé à se documenter, puis surtout après, il a travaillé avec des gens tout à fait remarquables. Et ça a donné la puissance nucléaire de la France. Donc, si M. Macron avait la sagesse de travailler avec des gens de très haute compétence et probablement très supérieurs à lui dans un certain nombre de domaines, on pourrait avoir l'alliance de la volonté et du savoir-faire, et ça pourrait donner quelque chose d'exceptionnel. Et puis ensuite, un point, moi, qui me paraît très, très important, c'est de dire, comme M. Macron a quand même manifestement une difficulté à veiller aux siens, c'est-à-dire aux autres, j'aurais envie de lui conseiller de redécouvrir un peu le goût de l'autre, vous voyez, le goût des gens. Alors, c'est pas tellement que, si, accessoirement, ça éviterait les petites phrases et les insultes, mais c'est surtout que ça lui permettrait d'apprendre, parce qu'il est jeune quand même, encore, okay, ça lui permettrait d'apprendre un truc qui s'appelle le goût de l'autre, hein. La sympathie pour les gens. Et quand on a la sympathie pour les gens, on peut s'en occuper correctement. Donc, de revenir un peu à cette idée de veiller aux siens, mais aux siens étant le côté non pas possessif, mais plutôt le côté affectif. Affectif et universel. À un moment donné, c'est respecter les gens pour ce qu'ils sont. Et ça, il faut voir un truc, c'est que ça se soigne par du pratique. Quand vous avez une faille de ce côté-là, sur un plan de l'esprit, de la personnalité, il faut le faire par le pratique. Donc, ça veut dire quoi? Excusez-moi, je vais être très concret. C'est de la cuisine, s'occuper des animaux, faire du sport avec des groupes bigarrés, vous voyez, c'est être au contact des gens. Et je dis tout de suite, en fait, tous les gens qui diraient, c'est un peu bizarre de dire ça à un président, etc. Moi, je dis, c'est Churchill, 1928, 10 ans avant de devenir le personnage exceptionnel qu'il est devenu, il a été un peu entre deux eaux. Il a passé une bonne partie de ses années à bâtir des petits murs en briques, vous voyez. Donc, parce que le bricolage aussi, c'est bien pour s'ancrer dans le réel, apprendre des choses concrètes et voir les autres. Oui. Donc, je pense que voilà, M. Macron, il aurait intérêt un peu à sortir de sa tour d'ivoire jupitérienne, d'aller voir les gens, de vivre un peu avec eux, et ça lui donnera peut-être le goût de s'occuper des gens. Voilà, donc ça, c'est 3 conseils qu'on peut donner rapidement. Dans le document, vous en avez 4 ou 5 comme ça, mais voilà. Super. Écoutez, Charles, merci beaucoup. On a beaucoup parlé de M. Macron, de la manière dont vous percevez, on va dire, ses failles, ses forces, ses faiblesses, son ambition qui, si elle est mise à bon escient, peut être
peut-être positive, mais aussi peut-être vous mettez en garde qu'elle peut être aussi dévastatrice. Et il faut donc aussi poser la question de savoir comment contrôler et comment les institutions, que ce soit l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, comment ces institutions peuvent fonctionner, parce que dans les dernières années, on a vu quand même une forme de corrélation entre le gouvernement et certaines de ces institutions, étant donné qu'on était dans une loi d'urgence. Ce qui m'intéresserait aussi, c'est est-ce que vous allez vous passionner pour les débats des autres candidats ou leurs présentations, que ce soit les discours dans les grandes salles de M. Mélenchon ou du discours de M. Zemmour, Trocadéro, ou du prochain discours de Marine Le Pen, pour pas mentionner un candidat en particulier. Ici, comme vous avez dit, on n'est pas partisan, on est en train d'essayer de comprendre la démarche individuelle de manière à donner un éclairage différent aux lecteurs. En tout cas, je tiens à vous remercier de ce travail parce que ça amène un éclairage différent qui est novateur. On ne voit pas souvent ça dans les médias. Et Charles, merci beaucoup de ce travail. Si vous avez le temps de vous passionner pour le prochain discours de Jean-Luc Mélenchon, ça m'intéresserait énormément de comprendre, on va dire, où en est la gauche aujourd'hui, ou le dernier discours de M. Zemmour au Trocadéro, de manière à voir comment ces individus s'orchestrent et orchestrent leur message français. Les derniers mots, alors, je vous réponds très simplement. Bon, d'abord, Thierry, vous êtes franchement malin parce qu'à chaque fois, vous me rajoutez une cartouche sur la fin sans prévenir. Je vous ai dit, est-ce que vous allez? Vous n'avez pas demandé de le faire. Non, mais je comprends. Écoutez, je vais voir parce que ce qu'il faut voir, c'est que c'est un énorme boulot. Pour terminer, mais bon, je vais regarder. J'incite vraiment les auditeurs à aller voir les documents parce que oui, on mettra tous ces documents dans l'article de manière à ce que tout le monde puisse regarder, prendre le temps, parce qu'il y a énormément de matière. Et en tout cas, je tiens à vous remercier aujourd'hui. Et Charles, je vous souhaite une bonne après-midi et à très bientôt. C'est super, merci, au revoir. Merci à tout le monde de nous avoir suivis donc, sur ce débriefing de François avec l'expert en sémiomorphologie, Charles Lemercy, qui nous a fait le parallèle entre le discours d'intronisation de M. Macron en 2017 et son dernier discours de candidature, enfin plutôt sa lettre de candidature en 2022. Bon après-midi à tous et merci encore de soutenir François.